Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et vous avez publié cette année « La France peut-elle tenir encore longtemps » aux éditions Albin Michel. Bienvenue. Alors Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Vous ne vous êtes pas contenté de... Vous avez écrit « La France va-t-elle dans le mur ». C'est vrai que vous êtes notre Cassandre, il faut bien le dire. Je veux dire que chaque fois on veut un état des lieux, Agnès Verdier-Molinier est là, elle nous donne à la fois des chiffres, des analyses, elle bosse. Elle bosse, oui, il y a des gens qui bossent dans ce pays et elle en fait partie, il y en a d'autres. Et Agnès Verdier-Molinier, justement, parlons d'aujourd'hui, parlons de ce qui se passe en ce moment sur un certain nombre de plans. Vous avez écrit un certain nombre de papiers depuis, d'articles, de chroniques, etc. Mais commençons par parler de ce qui se passe avec Russie-Ukraine, avec les récents développements. Parlons inflation, pouvoir d'achat, etc. On a l'impression que nous, l'Europe, et la France en particulier, on est dans une espèce de double contrainte et que les taux se resserrent et que nous sommes les dindons de la farce. Est-ce que c'est caricatural ou c'est vrai, à votre avis ? Clairement, cher André, les taux se resserrent autour de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation où nous avons énormément dépensé ces dernières années. Nous avons mangé notre pain blanc. Nous avons dépensé de l'ordre de 144 milliards d'euros au niveau de la crise sanitaire. Vous le savez, sur 2 ans, c'est gigantesque. Et on sait très bien qu'en ayant dépensé autant d'argent, en ayant fait marcher la planche à billets au niveau de la Banque centrale européenne, poussée par la France, évidemment, parce qu'on voulait pouvoir dépenser le plus possible, on voulait avoir des taux qui restaient hyper bas pour pouvoir continuer à s'endetter énormément. Oui. Eh bien, là, ce n'est plus tenable, parce que l'inflation est en train de ratiboiser tous les citoyens de notre continent. Alors, ce n'est pas uniquement européen, de l'inflation, il y en a partout, parce que beaucoup de pays ont lâché les dépenses en même temps dans le monde, et les États-Unis aussi. Mais vous avez vu que la Banque centrale américaine a remonté les taux bien avant nous. Nous n'avons pas voulu le faire parce que nous avons voulu continuer à dépenser sans compter et que nous avons peur. Et ça, on ne le dit pas, mais je l'ai expliqué dans mes livres. Dans le livre « La France peut-elle tenir encore longtemps » que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi dans le vrai état de la France que j'ai sorti en janvier dernier, où j'expliquais que finalement, il y a une peur que personne ne dit, c'est la peur de la crise de la dette qui risque de nous arriver dessus. Et là où vous dites, bah oui, on est pris en étau, bah oui, complètement. Parce que d'un côté, on a cette inflation qui pèse sur nous de plus en plus, même si on dit que finalement la France a moins d'inflation et tout ça, mais tout ça est quand même assez... finalement... juste un mot, pardon, Agnès Verdier-Molinier, un mot. Vous dites, pourquoi ça ne pourrait pas continuer ? Est-ce que c'est à cause de l'inflation ? Je m'explique. Vous avez dit, effectivement, on a marché la planche à billets, pas seulement nous et les autres, mais restons un peu chez nous, et en disant, voilà, allons-y, quoi qu'il en coûte, on y va. Et au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, oui, c'est vrai, il y a la crise de la dette, c'est vrai qu'il y a les charges de la dette qui s'élèvent à des dizaines de milliards, vous l'avez dit, et beaucoup d'autres aussi, mais est-ce qu'on peut dire vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on dit aujourd'hui, et que vous dites aujourd'hui, eh ben, ça ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut plus vraiment, concrètement, continuer comme ça ? En fait, on a changé complètement de paradigme. Pendant des années, et depuis le début des années 2000, et vous le savez vous aussi André, on nous a dit, on peut s'endetter, mais ça nous coûte de moins en moins cher. Vous vous en souvenez ? Moi, je suis allée à l'Assemblée nationale, j'ai vu les différents présidents de la Commission des finances, les rapporteurs généraux du budget. On leur a dit, attention, on ne peut pas continuer comme ça à ne pas contrôler l'argent public que nous dépensons, à s'endetter de plus en plus. On est passé de 1 500 milliards de dettes au sens de Maastricht, c'est-à-dire ce qui est compté dans la dette publique de la France, à presque 3 000 milliards de dettes, c'est-à-dire qu'on a doublé la dette en milliards. Et pendant ce temps-là, on avait de moins en moins de milliards à payer pour la charge de la dette annuelle. Qu'est-ce que c'est la charge de la dette annuelle ? C'est les intérêts qu'on paye, c'est pas la dette qu'on rembourse, parce que la dette, on la rembourse pas, on la roule. On paye les intérêts. Et aujourd'hui, voilà, on paye combien l'intérêt aujourd'hui, Agnès Verdier-Molinier ? Alors aujourd'hui, pour 2022-2023, on est un peu au-delà de 51 milliards d'euros, 51,4. Mais en réalité, pour 2023,
on ne sait pas du tout si les chiffres qui sont anticipés par le gouvernement sont les bons. Parce que déjà pour 2022, on n'est même pas sûr qu'on va finir l'année avec les chiffres qu'on nous annonce en ce moment. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu comme moi, les taux montent. Les taux montent et ce n'est pas que l'impact de la BCE, c'est aussi l'impact de la confiance dans la France. Et on est un peu en dessous de 3% sur la dette à 10 ans. Ce qui est énorme. Agnès Verdier-Molinier, on se retrouve tout de suite et on continue cela. C'est passionnant après cette petite pause. À tout de suite. On revient dans quelques instants et on vous donne bien entendu la parole en deuxième partie d'émission. Si vous voulez poser des questions à notre grand témoin, Agnès Verdier-Molinier, notamment et bien sur votre pouvoir d'achat, 0826 300 300. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et avec bonheur avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et nous parlions justement de cette dette, de ces charges de la dette et ce qui est en train de courir, effectivement, cet étau qui se resserre sous la double peine. Mais alors, dites-moi, en même temps, Agnès Verdier-Molinier, on voit qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le froid qui arrive, c'est la pénurie d'électricité, de gaz, de pétrole et autres. Et alors, vous voyez, effectivement, je ne sais pas on peut atteindre la sobriété dans la dette, mais apparemment, ce qui préoccupe aujourd'hui le gouvernement, c'est la sobriété devant l'hiver qui vient. Alors on a vu du col roulé aux douches en commun en passant par le lave-vaisselle qu'il ne faut utiliser que vers 3h du matin et encore. Et vous dites quand même, vous avez fait une tribune là-dessus, Agnès Verdier-Molinier, vous dites quand même, alors franchement, est-ce que vous n'en mettez pas trop là ? Le plan de sobriété accélérerait la récession en 2023. C'est-à-dire que ça va encore aggraver le problème ? Le problème, c'est que si on consomme moins d'électricité, moins d'énergie en général, ça veut dire qu'on produit moins en France. Ben oui. Parce que ceux qui consomment le plus d'électricité, ce sont quand même nos entreprises. Vous voyez, par exemple, on a regardé à la Fondation IFRAP les térawattheures qu'arriverait à économiser l'État sur son plan de sobriété. S'il l'appliquait sur toutes ses administrations, ça fait que 3% de l'ensemble des économies qu'il faut réaliser. Donc, ce n'est pas parce qu'au niveau de l'État ou des administrations, on n'aura pas d'eau chaude dans les sanitaires et dans les lavabos qu'on aura finalement une baisse de la consommation. Vous dites que c'est 3%, ouais. 3%. Oui, ouais. C'est tout petit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on met bout à bout tout ce qu'on nous raconte sur les économies d'énergie, la chasse au gaspillage, parce que la ministre a répondu, Mme Pannier-Runacher, à notre travail, à notre étude et au papier que j'avais sorti dans le journal du dimanche, en disant, mais en fait, vous confondez la chasse au gaspillage et finalement un plan de rationnement. Moi, je persiste et je signe, c'est un plan de rationnement. Parce que si on fait 164 TWh de baisse de l'utilisation de l'énergie, on va fermer des chaînes de production encore plus qu'aujourd'hui, on va ralentir l'économie française et ça a un impact, on l'a chiffré et on n'est pas allé, André, chercher un chiffrage le plus important possible. On a fait le chiffrage le plus minimaliste possible, c'est-à-dire qu'on fait moins 10 en faisant moins 3% de conso en 2022, sur la fin de l'année 2022, et moins 7 sur l'année 2023. Donc on n'est pas non plus maximaliste. Quand vous dites moins 10, ça veut dire quoi, moins 10 et moins 7 ? De production Non, moins 10 de consommation. De consommation, c'est ça le plan de sobriété du gouvernement. Ils nous ont dit, on veut faire moins 10 partout. Et moins 10 partout, c'est les 164 TWh dont je parle, qui sont en fait l'équivalent de 10% de la consommation énergétique de la France. Et ça ne peut pas être neutre sur le PIB, sur la richesse nationale de la France. Ce n'est pas possible. Donc, nous, ce que nous avons demandé au gouvernement... Pardon, Agnès, c'est très intéressant. Comment ça impacte, alors comment concrètement ça impacte effectivement la production, le PIB, les entreprises ? C'est assez clair. Si jamais vous avez des entreprises qui sont énergivores, électro-intensives, comme on dit, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir qu'on n'est pas aux 10%, qu'on risque d'avoir une coupure ou un blackout sur un secteur. On va appeler les entreprises, on va leur dire maintenant, vous arrêtez tout de suite votre prod.
Ouais. Vous croyez vraiment que ça ne va pas avoir un effet sur la croissance de la France? Vous allez dire aux gens, vous ne roulez pas avec votre voiture, vous n'allumez pas l'électricité, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Évidemment, ça va avoir un impact aussi, ça va faire chuter la consommation des ménages, etc. etc. Donc tout ça, ça a un impact sur la richesse de la France nationale, qui est pour nous de 0,9 points de PIB. Donc, André, la croissance qui était prévue par le gouvernement en 2023, c'était combien? C'était 1 point. Et encore, la Banque de France n'est pas d'accord, parce que la Banque de France, elle dit c'est plutôt 0,5. On est proche de la récession déjà. Alors, la récession, il faut savoir que c'est 3 trimestres de suite en négatif. Donc attention, est-ce qu'on va être vraiment en récession ou pas? On va voir, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. On sait que le dernier trimestre, là, 2022, va être très, très, très tendu. Est-ce que les 2 premiers trimestres 23 vont être aussi abominables? Je ne sais pas. On n'est pas non plus capable d'anticiper tout à un instant T. Néanmoins, ce qu'on est capable de dire, nous, à la Fondation IFRAP, c'est que, attention, on a une croissance qui va être très faible en 2023 avant plan de sobriété. Et après plan de sobriété, ce sera encore pire et ce sera proche de la récession. Voilà. Alors, nous, on a voulu alerter le gouvernement là-dessus. On a regardé dans les documents budgétaires annexés au budget, notamment le rapport économique et financier de la France. Et là-dessus, on a constaté qu'il n'y avait pas de chiffrage réel de l'impact du plan de sobriété pour la croissance. Alors que le gouvernement nous a dit, nous, on a intégré l'impact du plan de sobriété dans nos chiffrages de croissance. Ce n'est pas vrai, parce qu'ils avaient prévu une croissance à 1,4 au démarrage des discussions parlementaires. Ensuite, ils ont baissé à 1. Et vous voyez bien qu'entre 1,4 et 1, en prenant en compte tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tous les problèmes, les tensions géopolitiques, tous les problèmes d'approvisionnement, etc., plus le plan de sobriété, eh bien, on devrait baisser beaucoup plus la prévision de croissance. C'est un problème pour le budget 2023. Vous savez qu'on parle beaucoup du 49.3 à juste titre. Ce budget 2023, je peux vous dire, André, il est déjà caduc. Et il y aura des lois de finances rectificatives. Mais oui, il est caduc. Parce qu'en réalité, tout repose sur des hypothèses qui ne sont pas les bonnes. Qui ne seront pas tenues. C'est pas la bonne hypothèse de croissance, ce n'est pas la bonne hypothèse d'inflation. Et on voit qu'on n'a pas pris en compte notamment les impacts du plan de sobriété. Donc, nous, à la Fondation IFRAP, on est prêt à discuter avec ceux qui ont chiffré à Bercy sur ces questions. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse chiffrée, malheureusement. Nous, on a publié 12 pages de notes en expliquant tout. Tout est sur notre site. Agnès, c'est normal qu'ils ne vous répondent pas pour le moment, parce que je crois qu'ils ne savent même pas eux-mêmes où ils vont. Et c'est vraiment le problème, parce qu'on va en parler juste après cette pause avec vous, justement de dire la vérité. C'est quoi dire la vérité? Et quand est-ce que la vérité doit frapper à la porte? Tout de suite. Restez avec nous pour ce face-à-face avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP et auteure de La France peut-elle tenir encore longtemps aux éditions Albin Michel. Et comme tous les jours, on vous donne la parole au 0826 300 300 en deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Agnès Verdier-Molinier et l'IFRAP, l'Institut est lui-même dans tous ses états. C'est vrai quand on sort des chiffres. Mais quelque chose quand même, Agnès Verdier-Molinier, moi qui me frappe quand même, et ça fait quelques années, c'est pas nouveau ce qu'on va se dire. Mais comment il se fait, d'ailleurs que droite et gauche confondues, ça n'a rien à voir avec la couleur politique, comment il se fait que les princes qui nous gouvernent, qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire, ne comprennent pas aujourd'hui qu'il est rentable, je dis bien rentable, on ne parle pas de morale ou d'éthique, de dire la vérité, de dire voilà on en est, et qu'au lieu de ça, ils se cachent encore derrière le petit doigt mouillé pour naviguer à vue. Qu'est-ce qui fait, et vous êtes bien placé, ça fait quelque temps, mais vous n'êtes pas une politique, vous êtes justement une sachante, une experte dans ces problèmes-là. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas que dire la vérité à nous, aux cochons de contribuables, ou appelons-le comme on veut, qu'est-ce qui fait que ce devoir de vérité est quelque chose qui est presque vu comme une espèce de perversion? La question, c'est est-ce que les dirigeants veulent dire la vérité déjà? Oui. Est-ce qu'ils veulent partager la vérité? Non, mais est-ce que c'est pas rentable? Je trouve que c'est rentable, moi, la vérité. Oui, je pense que c'est rentable, mais c'est rentable dans la mesure où on a le courage ensuite de faire ce qu'il faut
pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que ne pas dire la vérité, ça enclenche un processus de crise permanent. C'est-à-dire que vous ne dites pas la vérité. Ça veut dire que vous avez anticipé des problèmes à venir, mais vous ne partagez pas ces problèmes à venir. Donc, si vous ne les partagez pas, le jour où les problèmes jaillissent, parce que vous ne pouvez pas mettre éternellement les difficultés rencontrées par la France sous le tapis, ça finit par venir devant les yeux du commun des mortels. Bien à ce sûr. moment-là, vous dites, il y a une crise, attention, c'est très grave, il y a une crise. Et donc, vous êtes dans un pilotage par la crise qui est hyper anxiogène pour nos concitoyens et qui donc, je vous rejoins complètement André, c'est détestable et ça délite la démocratie plutôt que de la renforcer. Donc ça peut être rentable de dire la vérité si on a un plan pour résoudre les problèmes. Ouais. Et par exemple, sur la question des coupures de courant, moi avec mon équipe, on a alerté depuis des mois. Et je dois dire même, André, qu'on a sorti des papiers en 2017 pour dire les risques de blackout qu'allait courir la France si on appliquait les trajectoires de soi-disant baisse de la consommation d'électricité qui ne tenaient pas une seconde dans les rapports de l'ADEME et de RTE et qui disaient soi-disant qu'on allait baisser les... Alors on nous disait qu'on allait tous passer à la voiture électrique, mais en même temps on allait réduire la consommation d'électricité. Oui. Donc il fallait fermer des centrales. Tout ça était totalement ubuesque, totalement hors sol. On l'a chiffré, on a expliqué, on a fait la pédagogie de ces sujets. Maintenant, il va y avoir une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le sujet. C'est complètement incroyable qu'on se retrouve aujourd'hui avec autant de réacteurs fermés, autant de réacteurs qui ne fonctionnent pas. On devrait être dans une situation où la France devrait avoir aucun problème énergétique à l'heure actuelle. Il faut quand même le souligner. Tout ce plan de rationnement, de sobriété et tout ça, c'est juste pour masquer le fait qu'on n'a absolument pas pris les bonnes décisions. Quand on a décidé de fermer Fessenheim, on était les premiers à la Fondation IFRAP à aller sur les plateaux télé, à sortir des papiers pour dire que c'était absolument catastrophique de faire ça pour l'avenir de la France. Personne n'a repris les choses, alors que tout le monde le savait très bien. Donc il y a de la politique et de la communication dans tout ça. C'est la même chose sur les dossiers des retraites. Sur les retraites, on sait très bien que ce n'est pas finançable, que si on ne fait pas la réforme, si on ne repousse pas l'âge de départ, on n'arrivera plus à verser les pensions dans les prochaines années. C'est ça la réalité. Et en fait, au lieu de dire ça aux Français et de dire soit on va baisser les pensions, soit on repousse l'âge, on dit on va faire la réforme des retraites pour pouvoir dépenser plus en éducation. Mais c'est totalement faux en fait, c'est factuellement faux. Oui. Donc, il faut des vases communicants qui n'existent pas, absolument. Ouais. Ça n'existe pas. Et il faut expliquer aussi aux Français que pourquoi on doit repousser l'âge de départ à la retraite. Parce qu'en réalité, travailler toujours moins en gagnant toujours plus, en fait, ça n'existe pas. Voilà, c'est une équation qu'on nous a vendue, mais qui est totalement fondée sur une illusion. Qui est magique, oui, enfin qui est fantasmatique. Voilà. C'est tout à fait l'argent magique, en fait. On pourrait travailler moins par semaine, moins dans sa vie, commencer plus tard à travailler, partir plus tôt à la retraite et tout serait financé. Eh ben non, ça, c'est pas possible. Donc, expliquer aux Français que si on doit faire aussi des réformes, et ça c'est dire la vérité, si on doit faire la réforme des retraites en repoussant l'âge de départ, eh bien c'est aussi pour expliquer à ceux qui nous prêtent de l'argent pour faire tourner la Maison France. Je ne dis pas que je suis contente qu'on ait besoin d'eux, mais malheureusement on a besoin d'eux parce qu'on doit emprunter plus de 300 milliards d'euros par an pour faire tourner nos administrations publiques et ça ne va pas tomber du ciel. Et pour qu'on nous prête encore, malgré la mauvaise gestion française, il faut bien à un moment qu'on donne des gages de crédibilité et de sérieux. Donc, ce serait bien que le gouvernement, le président de la République, la première ministre nous expliquent que oui, ils annoncent le report de l'âge à 65 ans pour équilibrer les comptes, pour pouvoir continuer à verser les pensions, mais aussi pour pouvoir continuer à emprunter de l'argent pas trop cher. Parce que sinon, la charge de la dette dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas à 50 milliards qu'elle va être, c'est à 100 milliards. Et là, on ne pourra plus rien payer du tout. Et dites-moi, juste là-dessus, pour qu'on... Je trouve encore une fois extraordinaire, Agnès Verdier-Molinier, que ceci ne soit pas, je dirais, et chaque année, à la télévision, sur un net et ailleurs, un audit de la France avec les politiques, et pas seulement avec l'IFRAP et tous les autres instituts, avec, et d'abord les politiques, puisque c'est eux qui gèrent la boutique, hein, c'est eux qui gèrent la boutique France ou la Maison France. Mais dites-moi, aujourd'hui... Mais vous savez, on en avait parlé, André, sur la dette. On ne nous dit pas qui sont les détenteurs de la dette de la France. Les Américains publient un document récapitulatif qui dit où est détenue la dette américaine.
Nous, Oui. on ne sait même pas, et on sait qu'il y a une grosse partie de la dette française qui est détenue en Chine, mais on ne veut pas nous le dire. Mais les combien, parlementaires- on ne sait pas. Combien, on ne sait pas. J'ai Ouais. sorti dans mon dernier livre, dans Le vrai état de la France, je dis c'est entre 200 et 300 milliards d'euros, mais c'est peut-être plus. Et quand j'ai sorti ces études avec la Fondation, avec mon équipe, et puis dans les livres, les parlementaires se sont saisis du sujet. Ils ont déposé des amendements dans la loi, une loi sur les questions budgétaires qui s'appelait la loi Woerth-Saint-Martin. Un amendement qui voulait dire au Sénat que nous devions avoir une information pour les parlementaires et pour les citoyens de qui détenait la dette française. Cet amendement a été rejeté. Donc là aujourd'hui, aussi, mais alors on parle, Agnès Verdier-Molinier, très exactement, on ne sait pas, enfin on sait, ouais, à peu près, je sais bien, mais on ne sait pas quel montant et qui exactement détient la dette française. On ne le sait pas. on ne sait pas. On ne sait pas qui sont les détenteurs étrangers de la dette française. Les pourcentages de détention de la dette par C'est ces ça. étrangers, c'est ce qu'on appelle pudiquement les non-résidents. On Ouais. sait cependant, André, qu'on a à peu près 47-48% de la dette française qu'on appelle négociable, qui est détenue par ces résidents étrangers. Mhm. Mais on ne peut pas dire où, dans quelle région du monde c'est détenu. Alors qu'on est un des pays qui agrège les deux problèmes, c'est-à-dire parmi les plus endettés et avec le plus de résidents étrangers qui détiennent de la dette française. Parce que les Italiens qui sont très endettés, les Américains qui sont très endettés, les Britanniques qui sont très endettés, les Japonais qui sont très endettés, Ouais. ils ont tous fait très attention à ce qu'il n'y ait pas beaucoup plus que 30% de leur dette qui soit détenue par des étrangers. non-résidents de leur pays. Et donc, ça leur permet d'avoir un meilleur pilotage. Et oui, c'est clair. Donc attention, c'est pour ça que le gouvernement et Bercy a aussi peur de la remontée des taux. Vous avez vu que le président de la République s'est prononcé dans les Échos l'autre jour en disant « Ouh là là, mais moi je ne crois pas qu'on ait une inflation qui soit suffisante. En fait, c'est beaucoup d'inflation importée et donc on ne devrait pas trop remonter les taux. » Agnès Verdier-Molinier, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de très rare? En général, quand les taux sont, quand l'inflation remonte, les taux baissent. Là, nous avons inflation qui remonte et taux qui remontent. C'est quand même une figure assez rare, non? Assez peu usitée. Oui, parce que en fait, on a des taux qui remontent parce que la BCE est obligée aussi de remonter les taux pour essayer de juguler l'inflation. C'est-à-dire, la mission de la BCE, normalement, c'est pas massivement les dettes publiques de pays qui sont dans une incurie budgétaire telle qu'on craint en permanence une crise de la dette. C'est ça qu'on a vécu depuis la crise. Oui, on vous entend. On vous entend moins là, on vous entend plus. Allez-y, Agnès. Oui, vous m'entendez là? Oui, ça y est, oui, ça va. Allez-y. Oui, je disais, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus que 2% d'inflation en zone euro. Et 2% d'inflation, vous êtes d'accord, on les a très largement dépassés, puisque même en 2021... Très largement. Voilà. Oui. Même en 2021, on était à plus de 5% d'inflation en zone euro. Et en France, on dit qu'on était autour de 3%. Bon. Et cette année-là, on est d'accord qu'on est autour de 6 ou 7% en France. Exact. Et encore, c'est après tous les boucliers énergétiques, etc. Et dans zone euro, on est plutôt autour de 9 ou 10% d'inflation. Est-ce que la Banque Centrale Européenne peut conserver des taux hyper faibles en ayant cette inflation qui galope et cet appauvrissement général de nos concitoyens? Parce que là où je trouve qu'il y a un cynisme énorme du politique, c'est que je pense qu'au démarrage de l'inflation, ils étaient contents d'en avoir. Pourquoi? Parce que ça permettait de faire baisser la part de dette dans la richesse nationale. Bien sûr. Et donc, et ça permettait aussi, et ça, André, il faut aussi le souligner, et je l'ai dit dans le Figaro mardi, j'ai sorti un papier sur l'année record des prélèvements obligatoires en 2022. Les impôts. Il faut savoir que l'inflation est une bonne affaire pour les administrations publiques parce que ça permet de faire rentrer énormément de recettes publiques. Les recettes publiques n'ont jamais été aussi importantes en part de la richesse nationale. L'État a récupéré de l'ordre de 35 milliards de plus que prévu. La Sécu a récupéré 45 milliards de plus que prévu. Les collectivités locales ont récupéré 8 milliards de plus que prévu. Vive l'inflation! Et donc, en fait, on se fait ratiboiser par l'inflation sur les prix dans les commerces, mais on se fait aussi ratiboiser par l'inflation à cause du fait que finalement, on paye plus d'impôts qu'on aurait dû payer. Et regardez, André, la question de l'impôt sur le revenu, que nous payons, en tout cas, il y a un peu plus de 40% des ménages français qui payent encore l'impôt sur le revenu.
cet impôt sur le revenu, le barème aurait dû être revu avec une inflation à 6 ou 7%. Et devinez à combien ça a été. Et c'est à combien aujourd'hui? 48%. Donc, le sujet, c'est que finalement, nos concitoyens ont payé entre 3 et 5 milliards d'euros de plus d'impôts sur le revenu que ce qu'ils auraient dû payer. Eh oui, on en parle avec les auditeurs de Sud Radio. Ils sont très nombreux à poser des questions. Malheureusement, on ne peut pas les prendre tous. On va en prendre quelques-uns à la. Absolument, et on va les prendre juste après cette petite pause de pub. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes effectivement toujours avec Agnès Verdier-Molinier. Nous parlons inflation, nous parlons dette, nous parlons retraite. Vous savez, nous parlons effectivement des différentes sauces à laquelle nous risquons d'être mangés. Voilà, c'est un inventaire. C'est l'inventaire des repas français. Vous ne saurez pas, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas être apocalyptique. Vous ne serez pas tous mangés, mais on accommode, on cuisine, on touille. Alors, que disent les auditeurs de Sud Radio? On va le savoir tout de suite avec Cédric de Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Madame Verdier-Molinier et toute bonjour l'équipe de monsieur. Sud Radio. J'avais une question à vous poser en fait. Je me rends compte qu'en fait finalement ce sont toujours les Français, comme a dit Monsieur Macron il n'y a pas si longtemps, en demandant que ce soit les Français. Vous devez faire des efforts et tout ça. Mais je vous ai écouté en début d'émission et vous disiez effectivement qu'en fait on arrive vers un rationnement. On y arrive à grands pas puisqu'on se rend compte finalement qu'en fait le gouvernement en fait a tout délocalisé. Il n'y a que de l'internet partout. Pour aller sur ANTS ou pour aller sur impôts.gouv.fr, si on a un problème, il faut aller sur les sites internet et tout ça. Mais où va notre argent dans ces cas-là finalement, puisqu'en fait à la base ils sont obligés de faire des économies. Ils sont censés faire des économies puisqu'en fait l'administration est plus ou moins baissée, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'administratifs quand même, alors qu'en fait il y a beaucoup plus d'internet. Je me pose la question et je vous pose la question, comment on va arriver un jour à s'en sortir, si ce n'est mettre la clé sous la porte, parce qu'avec le président qui dépense sans compter, je pense qu'il a été banquier, mais je crois qu'on a un gros problème avec ça. Alors, Agnès Verdier-Molinier, là, où va l'argent, effectivement? Où va notre argent? C'est la question que tous les jours, on se pose à la Fondation IFRAP. On est impressionné de voir qu'on atteint encore 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. On est le pays qui dépense le plus d'argent public au monde. Et là, vous avez raison, Cédric, c'est qu'il y a des réformes sur le numérique, etc., qui font que finalement, il y a moins de services, il y a de plus en plus d'entreprises qui font les choses à la place de l'administration, ne serait-ce que par exemple le prélèvement à la source. Ce sont les entreprises maintenant qui prélèvent l'impôt sur le revenu des Français. Mais pour autant, on a toujours 126 000 agents qui travaillent au ministère des Finances. Alors, ils réduisent un peu tous les ans le nombre d'agents, mais par rapport aux autres pays, on en a beaucoup, beaucoup plus. Les Allemands ou les Britanniques en ont moitié moins par rapport à nous. En tout cas, les Britanniques. Les Allemands, ils en ont un peu plus. Mais donc, on est quand même dans une situation où nos services publics nous coûtent énormément. Et on a montré à la Fondation IFRAP, en partant de chiffres OCDE, que le coût de production de nos services publics, il est de 80 milliards d'euros plus cher tous les ans par rapport aux autres pays comparables en Europe, ce qui est donc 80 milliards, cher. Oui, c'est pas mal, 80 milliards. Oui. C'est-à-dire que, Cédric, si on vous suit, si c'était mieux géré, avec la numérisation, etc., comme ça s'est passé dans les autres pays d'Europe, eh bien, on devrait économiser plus de 80 milliards d'euros par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment on n'aurait pas de déficit public annuel. Donc, on est dans une situation où on paye tout plusieurs fois. On fait nous-mêmes beaucoup de choses et on paye l'administration pour faire une partie des choses, mais qu'elle ne fait pas. Alors, il y a toute la question de la productivité de nos administrations publiques, qui est un sujet qu'on met sous le tapis. Nous, on travaille sur les bilans, alors ce qu'on appelait avant les bilans sociaux des collectivités, des administrations. Alors maintenant, on appelle ça le rapport social unique. Mais on a vu sur certaines villes, notamment Marseille, sur les derniers chiffres qu'on a, des absentéismes en nombre de jours par agent qui sont absolument gigantesques. Entre les autorisations spéciales d'absence des agents avec le Covid, plus la maladie ordinaire, plus etc., on arrive jusqu'à 60 jours en moyenne dans la ville de Marseille d'absence par agent
en dehors des congés payés et des RTT. 60%, oui, en plus des congés payés et des non, RTT. 60 jours de plus par an. Oui, c'est ça, 60 jours. Oui. Donc, on ne peut pas faire tourner des administrations qui seraient efficaces avec le mode de gestion publique que nous avons, où on a des doublons partout, où on surpaye tout et où finalement la qualité de service public est en train de s'effondrer. Oui, mais attendez Agnès, on a trouvé la solution. On fait appel à des cabinets de conseil privés. Regardez qu'on paye des milliards. Alors justement, André, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'on a déjà des administrations qui font des rapports. Les rapports du CESE, du Conseil économique et social et environnemental, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, les rapports de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, les rapports de l'IGF, l'Inspection générale des finances. Mais une grosse partie de ces rapports, alors pas tous, il faut bien le reconnaître, mais une grosse partie de ces rapports, personne n'en a connaissance. Vous vous souvenez, CAP 2022, il y avait un rapport aussi qui a été fait pendant des jours avec des tas de gens qui ont été auditionnés. Nous-mêmes, à la Fondation IFRAP, on a été auditionnés. C'était Matignon qui avait lancé ça pour faire des économies sur la dépense publique. On n'a jamais vu le rapport. Le rapport n'a jamais été publié. Donc, moi, je veux bien qu'on critique le fait de faire appel à des cabinets privés, mais la réalité, c'est qu'on paye déjà finalement des tas de structures publiques pour faire des rapports qui ne servent à rien, sur lesquels ils ne disent pas vraiment les mesures qu'il faudrait prendre. Moi, j'aimerais bien voir les rapports de McKinsey, par exemple, sur l'éducation. Oui. Je suis quasiment certaine que ce rapport sur l'éducation, s'il y en a, il y a bien quelque chose à un moment qui a été travaillé par les équipes en question. Moi, je pense qu'ils arrivaient à la conclusion qu'il fallait sortir du statut à vie des enseignants. Voilà. Mais comme ces sujets-là, on n'a jamais le droit d'en parler, en fait, on paye des gens à faire des rapports, qu'ils soient dans le secteur public ou que ce soit des experts du privé qui arrivent sur le sujet. Eh bien, on ne publie pas les choses parce qu'on a peur de regarder les choses en face. Nous, on a montré qu'en éducation, c'est pas compliqué, ça. Oui. Tout est ouvert et tout est en ligne. On a montré qu'on paye moins cher l'enseignement privé sous contrat que l'enseignement public, qu'on pourrait faire. Mais Agnès, on revient, et vous avez, mais enfin, on revient au problème. Moi, je ne sais pas, il y a eu sûrement des cabinets de conseil privés qui ont fait des rapports extrêmement coûteux, qui n'ont servi à rien, et évidemment le public. Mais on revient à ce qu'on disait au début. On ne dit pas la vérité, on cache ces rapports. On revient au fait que on dépense des milliards dans le public ou dans le privé pour cacher, pour ne rien montrer, ou presque. C'est quand même grave. Oui, parce que, par exemple, j'avais écrit un livre qui s'appelait 60 milliards d'économies. Vous vous en souvenez, c'était pendant le quinquennat de François Hollande. Et ce livre, j'avais expliqué dans un des chapitres que j'avais pu accéder à un rapport secret de l'Inspection générale des finances qui chiffrait toutes les économies possibles en milliards, administration par administration. André, ce rapport, je l'ai eu entre mes mains. J'ai dû le recopier à la main parce que on ne pouvait pas ni le photocopier, ni l'avoir en physique. Pourtant, c'est un rapport qui a été payé par les contribuables, qui a été émis par une administration. Fou, et ce rapport n'a jamais été publié officiellement. Donc, il y a un problème en France qui est qu'on ne reconnaît pas que plus de dépenses publiques n'est pas forcément une meilleure qualité de service public. On confond les choses. Là, sur l'éducation, par exemple, il y a toute une question des vocations des enseignants. Mais quand vous regardez le taux de jeunes qui se présentent pour passer les concours dans le privé sous contrat, eh bien, il y a moins de problèmes de vocation que dans le public. Donc, il y a quand même un problème aussi de gestion, parce que c'est les mêmes salaires. Donc, voilà. On va reprendre, Agnès, juste peut-être un dernier auditeur, très rapidement. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, c'est passionnant. On en fera d'autres. Et ça sera Gérard de Colombes. Bonjour Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour à vous. On vous écoute, Gérard. Oui, écoutez, je suis triste parce que je suis déjà très âgé et malheureusement, ce que j'entends, c'est que elle a absolument raison. Mais je dirais, le cabinet, son agence, il frappe. Oui, mais il frappe à côté parce qu'il frappe dans le vent. Alors moi, ce que je lui demande, pourquoi elle ne se présente pas à des élections ?
Bonne question. C'est vrai Agnès, non, c'est bien, l'IFRAP, c'est très bien, je dirais pas que vous papez dans le vent, vous faites des rapports, mais est-ce que franchement, non mais, des gens comme vous, mais il n'y a pas que vous, hein, c'est une question personnelle, mais est-ce que honnêtement, aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a d'un côté des gens qui travaillent à un certain nombre de rapports, qui font des choses et qui font des choses importantes et lucides, le problème c'est que, du point de vue de l'exécution, il n'y a rien, parce que ceux qui sont au pouvoir, eh ben, ils disent oui, mais attendez, vous êtes très gentils, vous faites des choses très intéressantes, mais bon, on laissera ça, on en parlera d'aller dîner, et puis le reste, allez, on va cacher la poussière sous le tapis. C'est pas le vrai problème, Agnès Verdier-Molinier. Oui, André, mais la difficulté, c'est qu'il faut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la vérité aux Français, et que c'est quand les Français ont compris la vérité qu'ils sont prêts à finalement soutenir un gouvernement ou un exécutif qui fera les réformes. Et c'est pour ça que mon travail que je fais avec mon équipe de la Fondation IFRAP, qui est une équipe incroyablement à la manœuvre tous les jours sur tous les rapports publics, on suit tout. Mais pourquoi on le fait? Pour pouvoir expliquer les choses et pouvoir faire cette pédagogie finalement de la gestion, de quelle gestion devrait être celle de notre pays. Et je ne crois pas qu'on pourra réussir simplement en étant parachuté en politique et en disant on connaît tout sur tout. La réalité, c'est qu'il faut expliquer en permanence, convaincre et permettre de responsabiliser les Français. Vous savez, cette fameuse expression que j'aime pas tellement, nous sommes en responsabilité, que dit tout le temps le gouvernement là, ces derniers temps, en responsabilité. Eh bien, nous, on veut responsabiliser ceux qui font les choix, qui sont en fait nos électeurs. Vous savez ce qu'il faut les responsabiliser, il faut les leur informer. Expliquer. Mais il faut aussi qu'on cesse d'être une société à irresponsabilité illimitée. Parce que là aussi, c'est un problème. Merci. Agnès. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle que vous êtes directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, et auteur de La France peut-elle tenir encore longtemps aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaie et bien sûr, nous revenons demain de 12h30 à 14h, notamment pour la culture dans tous ses états. Céline Alonso et André Berkoff recevront demain Yves Jobic, ce commissaire qui a quitté la police il y a à peine quelques mois. Il publie Les secrets de l'anti-gang aux éditions Plomb pour une plongée passionnante dans les dessous du 36 quai des Orfèvres, ses indices, ses caïds et ses grandes affaires criminelles. Un livre qui tombe à pic aussi dans le contexte de la mobilisation de la police judiciaire contre la réforme de leur institution. Bon après-midi sur Sud Radio.